Bonjour, bonjour chers amis socio-football. De quoi je vais vous parler dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous parler du Paris-Brésil Saint-Germain. Et oui, ça y est, 6e journée du championnat et on a déjà des problèmes dans ce vestiaire parisien. On l'avait évoqué lors de l'arrivée de Neymar, on avait rédigé que le coach Unai Emery allait rencontrer de sacrées difficultés pour gérer ce vestiaire qui est pour moi complètement déséquilibré en termes de joueurs, par rapport au poste, par rapport aux nationalités, etc., par rapport aux égos, par rapport aux objectifs personnel, individuel des joueurs. Eh bien, ça y est, il a fallu attendre que 6 journées pour voir des incidents qui, pour moi, sont graves. Ce qui s'est passé hier lors de ce match, ce n'est pas anodin. C'est ce qui nous attend quasiment toute la saison, je pense, dans ce groupe du Paris Saint-Germain. Alors, je vais aborder dans cette vidéo 6 choses. Première chose, je vais vous faire un débrief très rapide, global, tel que j'ai vu ce match entre le PSG et Lyon. Et là, je vais vous donner les principaux faits générateurs qui a conduit à un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Alors, on avait déjà pas mal anticipé les choses par rapport à la composition des équipes. On n'avait pas anticipé les 2 buts contre leur camp de Lyon. Ça aurait été un petit peu prétentieux et présomptueux de notre part de l'avoir anticipé. Deuxième chose, je vais vous parler des incidents qui se sont produits hier. Alors, il y a eu le coup franc, il y a eu le penalty, mais il y a eu également d'autres faits de jeu qui n'ont pas du tout évoqué, abordé, et je vais vous les expliquer. Troisième chose, y a-t-il une scission de ce vestiaire parisien? On en avait parlé dès l'arrivée de Neymar. On a la Brazil Touch. 5 Brésiliens, voire même 6 avec Thiago Motta qui est mi-brésilien, mi-italien. Les autres joueurs d'Amérique du Sud, argentins et uruguayens. Et les petits Frenchies qui pour l'instant ne font pas de vagues, regardent tout ça de loin. Quatrième chose, Neymar sur sa embrouille, ou juste fait générateur ponctuel hier contre Lyon. Et on va voir ce que Neymar également a fait par le passé et comment ça s'est notamment déroulé et ce qui s'est passé lorsqu'il était à Barcelone. Cinquième chose, qui doit tirer les pénaltys dans cette équipe? Est-ce que c'est Cavani? Est-ce que c'est Neymar? Est-ce que c'est un autre joueur? Visiblement, ce n'est pas très clair pour qui que ce soit, malgré qu'on ait entendu que Unai Emery a dit que c'était en 1 Cavani et en 2 Neymar. Mais visiblement, ce n'est pas très clair pour tout le monde. Et dernière chose, 6e point, que va-t-il se passer désormais avec ce qui s'est produit hier sur le terrain? Il y a forcément des conséquences qu'on va voir par la suite au Paris Saint-Germain dans son jeu contre des équipes, on l'a vu, dès que ça commence à être un petit peu difficile, eh bien c'est là où les problèmes ressurgissent principalement. Et que va-t-il se passer à moyen terme, donc là à court terme, dans les matchs à venir, mais également à la fin de la saison? On peut déjà anticiper certaines choses et on l'a vu, certains de nos internautes sur Facebook ont déjà émis des prédictions sur lesquelles je les rejoins notamment. Alors tout d'abord, voyons un peu sur ce qui s'est passé dans ce match entre le Paris Saint-Germain et Lyon et comment moi j'ai vu cette rencontre et comment je l'analyse. Tout d'abord, les 2 coachs ont été conditionnés par leur président parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites lors du mercato et Jean-Michel Aulas qui a provoqué un certain nombre de fois Nasser El-Khelaifi par rapport au recrutement de Neymar, par rapport au recrutement de Mbappé, qui a créé énormément de tensions entre les 2 présidents et les 2 voulaient corriger l'autre, notamment sur le terrain. Et donc, on voit bien que les 2 présidents ont conditionné leur coach pour aller mettre une fessée à l'adversaire. Et c'est pour ça qu'on a vu 2 compositions d'équipe quasiment identiques avec les 2 coachs. On a eu 2 joueurs au milieu de terrain du côté du Paris Saint-Germain et également du côté de Lyon. D'un côté PSG avec Rabiot, Motta et de l'autre côté Lyon avec Ndombele et Touzard. Et après, les 2 coachs ont également mis 4 joueurs à vocation offensive qui également dont 2 devaient faire le piston sur les côtés pour contrer les attaques adverses. Donc on avait 2 systèmes de jeu quasiment identiques. Sauf que la problématique n'est pas la même pour moi par rapport aux 2 équipes. C'est que d'un côté, il y a pour le Paris Saint-Germain Thiago Motta
et Rabiot. Donc Thiago Motta avec un certain âge, plus vraiment les jambes pour courir et gratter des ballons. Et Rabiot qui se considère plutôt comme un milieu offensif relayeur qu'un milieu récupérateur. Donc là, déjà, Unai Emery il se tire une balle dans le pied en mettant que 2 joueurs de cette qualité-là et de ce niveau-là au milieu de terrain seulement, hein, sans un Verratti et sans un Matuidi qui n'est plus là pour faire les courses. Alors que de l'autre côté, Lyon, plutôt 2 jeunes hein, de 20 ans, Ndombele et Touzard, donc avec des jambes, avec beaucoup de courses au milieu de terrain, qui ont gratté un nombre inconsidérable de ballons au milieu de terrain, qui ont piqué un nombre de fois le ballon à Neymar, à Mbappé, à Draxler et éventuellement à Cavani, mais Cavani a été plutôt sevré de ballons. La stratégie de Genesio pour Lyon était simple. C'était de laisser venir plutôt Paris Saint-Germain et d'essayer de les prendre en contre. Ça, c'était flagrant. Et d'ailleurs, on lui donne raison, c'était plutôt une bonne stratégie parce qu'on voit bien que Lyon est plus à l'aise en phase offensive qu'en phase défensive en termes d'organisation et notamment de construction de jeu également en termes de transition. Il n'y a pas vraiment de créateur de jeu au milieu de terrain à Lyon, donc ils ont été vraiment très à l'aise dans ce rôle-là et dans ce système-là, je trouve, et notamment en bloquant les côtés du Paris Saint-Germain, donc avec Neymar d'un côté, Mbappé de l'autre, et éventuellement Draxler et les latéraux, Alves d'un côté, Kurzawa de l'autre, qui ont été quasiment constamment bloqués, et les quelques centres qu'ils ont eu à faire, ils les ont complètement ratés. Alors, par maladresse de la part de Kurzawa, et parfois volontairement de la part de Dani Alves, qui cherchait quasiment systématiquement le deuxième poteau, et on va y venir, et je vais vous dire pourquoi. Et ça, ce n'est pas sain de sa part, et ce n'est pas sain pour le collectif parisien. Alors pour moi, Genesio, il a eu la bonne tactique et la bonne stratégie jusqu'à la, pas la blessure, mais en tout cas les crampes de Ndombele, puisque Lyon a complètement cadenassé le Paris Saint-Germain au milieu de terrain et devant, et que le PSG s'est quasiment procuré quasiment aucune occasion dangereuse. Et même lors de ses buts, le but de Cavani, c'est pas sur une action vraiment dangereuse, ils auraient pu prendre le ballon, hein, il y a eu de la maladresse. Et puis le dernier but de Mbappé, il est dû au fait que Lyon s'est découvert pour éventuellement égaliser. Mais sinon, sans ça, le Paris Saint-Germain n'a quasiment pas eu d'action. Et les actions les plus dangereuses étaient plutôt côté lyonnaise, avec un penalty qui aurait quasiment pu être sifflé pour Ndombele sur une faute de Kurzawa. On voit bien qu'il le touche légèrement du genou, et lorsqu'on est lancé dans la course, il suffit d'être effleuré pour tomber, hein, il faut le savoir. Donc là, pour moi, il peut y avoir penalty ou pas penalty selon l'appréciation de l'arbitre. On va pas polémiquer là-dessus, hein, parce qu'il n'y a pas scandale s'il ne siffle pas. Et puis ce tir sur la barre de Ndombele qui peut rentrer, la tête de Marcelo sur corner, des situations pour Traoré qui a eu quand même quelques situations où il s'est mis en phase de tir en rentrant dans l'axe du terrain, dans la surface de réparation, où il aurait pu mieux jouer les coups, même Fils de Paille qui aurait pu mieux jouer les coups. On voit bien qu'avec un peu plus de réussite et de maîtrise un peu technique de la part de Lyon, Lyon peut revenir avec une victoire du Parc des Princes. Et c'est là où c'est inquiétant pour le Paris Saint-Germain, qui a concédé énormément de situations de but. Et sans un énorme Kimpembe, parce que là on n'en a pas parlé, mais Kimpembe, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs Parisiens avec Cavani dans cette équipe lors de ce match. Kimpembe a été énorme dans son placement, dans la façon de jaillir pour prendre le ballon aux attaquants lyonnais, et dans les quelques ballons, sur les quelques tacles qu'il a réalisés en bout de course. Kimpembe a réalisé une très grosse prestation, hein, il faut le savoir, et ça n'a pas été souligné. Les deux équipes ont tiré 12 fois au but, hein, donc on voit que c'était assez équilibré en termes de situation de tir, et à peu près le même nombre de tirs cadrés. J'aime pas expliquer les matchs par des statistiques,
statistiques, mais c'est pour moi un complément de l'analyse globale que je vous donne là. 6 tirs cadrés pour Paris et 5 pour Lyon, mais plutôt des tirs plus dangereux pour Lyon que pour le Paris Saint-Germain. Donc on voit bien là, alors qu'en termes de possession de ballon, le Paris Saint-Germain a eu presque 70% de possession de ballon contre 63% pour Paris et 37% pour Lyon. Donc on voit que là, Lyon, on voit bien qu'ils ont laissé vraiment le ballon au Paris Saint-Germain pour les contrer, et on voit ils vont vite vers l'avant avec un Fekir, etc., qui a parfois très mal joué le coup, qui a parfois voulu trop porter le ballon au milieu de terrain, qui lui a réussi au début de match lorsqu'il était frais, et en deuxième période, lorsqu'il commençait à être un petit peu fatigué par ses courses, eh bien, il s'est fait prendre le ballon à plusieurs reprises, et notamment le dernier ballon, le dernier ballon sur le but de Mbappé. Mais le Lyon a très bien joué, en mettant Traoré d'un côté et Memphis Depay de l'autre côté, qui vont très vite et qui ont fait le piston, et qui ont quasiment bloqué toutes les attaques sur les côtés du Paris Saint-Germain, en obligeant Neymar et Mbappé à piquer dans l'axe, où les attendaient Touzard et Ndombele, et qui l'auront gratté un nombre inconsidérable de ballons. Et dans cette histoire, dans ce match, eh bien, Rabiot et Mota étaient cantonnés à des phases plutôt défensives qu'offensives. Et c'est là où il y avait un manque de transition entre le milieu de terrain et les attaques parisiennes, qui étaient quasiment prévisibles pour Lyon. Et là, je trouve que Genesio a bien fait les choses et a mis une équipe en place comme il fallait pour contrer ce Paris Saint-Germain qui, pour moi, était prévisible lorsqu'on a vu la composition avant le match. C'est exactement ce qu'il fallait faire de la part du coach lyonnais. Et là, félicitations à lui. Et il faut le reconnaître, hein, parce qu'on a tendance à le critiquer. Mais lorsqu'il fait bien les choses, il faut le dire aussi. Là où il s'est un petit peu trompé, c'était le fait générateur qui a changé les choses le cours du match. C'est qu'à la 72e minute, Ndombele a dû céder sa place parce qu'il commence à avoir des crampes, il commence à être fatigué. Donc là, Genesio le remplace poste pour poste au milieu de terrain et laisse les autres toujours avec Mariano qui était pour moi inexistant, qui aurait dû sortir à la mi-temps. Là, il s'est encore trompé, Genesio. Il aurait dû changer son système à la mi-temps, pour moi. Il aurait dû un peu plus blinder le milieu de terrain, là, pour le coup, parce qu'il aurait dû se dire que Emery n'allait pas rester comme ça, qu'il allait demander autre chose à ses joueurs. Et là, il aurait dû changer également son système. Il est resté dans ses certitudes, il n'a pas anticipé le coup d'après. C'est là le petit manque de Genesio, c'est l'anticipation de ce que peut faire l'adversaire. Il s'est dit, j'ai bloqué le PSG, j'ai fait une excellente première période, eh bien je reste dans mon système. Et c'est là où il a pêché un petit peu par manque d'expérience et par, je pense, manque d'anticipation et de lecture de ce que pouvait faire l'adversaire en deuxième période. Donc il a laissé le même système et il a changé en deuxième mi-temps les joueurs poste pour poste. Et il se trouve, comme par hasard, que 3 minutes après la sortie de Ndombele, qui pour moi est le meilleur joueur de ce match, même s'il n'a pas joué tout le match, pour moi c'est le meilleur, il a provoqué énormément devant avec des situations où il aurait pu inscrire un but, et derrière il a gratté quasiment tous les ballons qui se présentaient à lui, que ce soit Neymar, Draxler ou Mbappé. Et 3 minutes après sa sortie, Lo Celso provoque Tété, où sur un moment d'inattention il se fait déborder par Lo Celso sur un crochet intérieur, et centre sur qui? Cavani. Rappelez-vous, Lo Celso argentin, Cavani uruguayen. Ça n'a pas de, il y a pas de coïncidence dans le football également. Et donc Cavani provoque la faute de Marcelo qui marque contre Socan. Voilà, pour moi c'était si Ndombele n'était pas sorti, je pense, mais avec des si on peut refaire le monde, mais je pense que sa sortie a été préjudiciable au Lyonnais qui ne s'est pas organisé tout de suite avec son remplaçant et Tété qui a eu un moment d'égarement sur le crochet de Lo Celso. Voilà, pour moi c'est la principale erreur du coach lyonnais, c'est ne pas avoir plutôt blindé un peu plus son milieu de terrain, de ne pas avoir sorti Memphis Depay qui
qui a quasiment tout raté en seconde période, qui faisait les mauvais choix, etc., par manque de justesse technique, par fatigue, parce qu'il a beaucoup couru. Pour moi, il devait blinder le milieu de terrain et laisser éventuellement Traoré tout seul devant, voire avec Fekir sans effort en termes de phase défensive, donc en termes de travail défensif, en laissant peu l'électron libre et en jouant les contres pour éventuellement aller placer un contre assassin contre le Paris Saint-Germain. Mais avant tout, il fallait blinder le milieu de terrain pour tenir le ballon et empêcher les attaquants parisiens de provoquer dans les dernières minutes comme ils savent le faire parce qu'ils sont un peu plus frais que l'adversaire. Voilà pour moi là, comment j'explique ce match et les très bonnes décisions de Genesio en première période et voire dans les 10 premières minutes de la seconde période, et les mauvaises décisions qu'il a prises parce qu'il n'a pas anticipé le jeu du Paris Saint-Germain et il n'a pas anticipé la fatigue de ses joueurs et éventuellement de plan B. Il n'a pas eu de plan B dans ce match. Et c'est ça qui a fait que Lyon a perdu le match et n'a pas proposé autre chose du coup au Paris Saint-Germain qui par son travail de sape et par ses individualités et puis par le travail par Lo Celso, par ses qualités individuelles de rapidité qui a fait la différence et grâce à un Cavani qui ne lâche jamais rien, qui est pugnace, qui s'accroche sur tous les ballons. Il a eu quelques ballons à jouer, dont ce ballon sur ce premier but contre son camp de Marcelo, qui le pousse à la faute. Voilà, alors que beaucoup de joueurs, beaucoup d'attaquants auraient lâché l'affaire, n'auraient pas provoqué la faute parce qu'il a été sevré de ballon, parce qu'on l'a bien vu, certains de ses coéquipiers ne voulaient pas jouer avec lui et qu'il aurait pu envoyer tout le monde chier, tout le monde bouler. Eh bien non, il l'a pas fait. El Matador, il est resté dans son match et grâce à lui, le Paris Saint-Germain a pu ouvrir le score. Voilà comment j'explique cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Alors à la 50e minute du match, le Paris Saint-Germain obtient un coup franc à 25 mètres des buts. Naturellement, Cavani laisse le coup franc à Neymar qui frappe dans le haut du mur lyonnais. Sauf qu'il y a un deuxième coup franc à la 57e minute, donc 7 minutes après, obtenu par le Paris Saint-Germain, et là, quasiment aux 20 mètres du but lyonnais. Et là, Cavani va pour prendre le ballon, mais il se fait quasiment devancer, subtiliser le ballon par Dani Alves, donc le Brésilien latéral droit de l'équipe, qui prend le ballon, Dani, qui se dispute quasiment avec Cavani. Cavani demande le ballon, Dani Alves dit non, c'est pas toi qui tire. Et discrètement, hop, il file le ballon à Neymar. Mais on sent bien que tout ça a déjà été préparé entre les deux joueurs, voire même avec les autres Brésiliens. On sent bien qu'ils se sont déjà mis d'accord, qu'ils se sont entendus de ne pas laisser Cavani, en tout cas, tirer les coups francs, sachant que déjà Cavani ne laisse pas tirer les pénaltys à la star brésilienne. Donc là, on voit déjà grosse mésentente. C'est des choses qu'on n'a jamais encore vues au football. Il y a eu des discussions et des disputes qui peuvent se faire entre deux joueurs directement. On peut voir deux joueurs directement disputer et se mettre d'accord qui va tirer, puis finalement l'un laisse à l'autre. Mais qu'il y ait un joueur tierce comme ça qui arrive, qui fasse son petit adjudant-chef, qui met le bazar finalement encore davantage dans l'équipe, vous imaginez là, il montre à tout le monde dans l'équipe et à l'ensemble de l'opinion publique, des médias, des supporters, qu'en fait maintenant, c'est les Brésiliens qui commandent. Et oui, parce que c'est comme ça. Maintenant, c'est les Brésiliens qui commandent. Neymar, c'est notre star, donc c'est lui qui va tirer les coups francs. Voilà, Cavani, déjà toi, tu te mets de côté, tu ne tires pas les coups francs, c'est Neymar, et si t'es pas content, tu vas avoir 5 Brésiliens sur le dos. Donc déjà là, c'est pas bon pour la gestion du vestiaire, c'est pas bon pour la gestion du coach, c'est pas bon pour les résultats futurs de l'équipe. Donc ça, premier incident, Neymar tire le coup franc, bon pas trop mal, côté croisé, à côté du mur lyonnais, donc là où est Anthony Lopez qui attend le ballon et qui le dévie finalement en dehors de son but. Donc finalement,
là, Cavani peut se dire, il peut l'avoir mauvaise. Il peut se dire, là, si c'est comme ça, maintenant, eh ben, je vais me braquer complètement. Et oui, parce que là où il aurait peut-être laissé Neymar tirer des coups francs, tirer des pénaltys, là, ils l'ont complètement braqué. C'est-à-dire que là, on crée quasiment une rivalité ouverte entre les deux hommes. Alors, elle n'est plus non seulement au sein du vestiaire et entre eux, mais elle est maintenant aux yeux du monde entier. Donc là, ce n'est même plus une histoire pour moi d'ego, ce n'est plus une histoire de qui a la plus grosse, ça devient une histoire d'honneur. Surtout lorsqu'on sait quelles sont les amitiés et les amours entre l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil. Donc là, l'honneur est entre les mains de Cavani, et on va le voir, s'il y a déjà un historique entre un joueur uruguayen et un joueur brésilien, Neymar pour pas le citer. Donc pour moi, c'est très mauvais. Et donc, ce qui se passe à la 79e minute, le PSG obtient un penalty. Donc Cavani, pas fou, hein, on va pas lui faire le coup du coup franc, il va vite se saisir du ballon pour tirer son penalty. Vous imaginez jusqu'où on est arrivé, c'est la cour d'école en fait, ça. Celui qui va prendre le ballon en premier, un peu comme chez les gamins, les U7, les U8, où je vais prendre vite mon ballon pour pas que le copain me le prenne, etc. Sans ce qui montre un désordre total et ce qui montre un laisser-faire, ce qui met aussi en porte-à-faux le coach vis-à-vis de son président, vis-à-vis des médias et de l'opinion publique. Je vous dis pas le bazar que ça met, cette histoire. Et donc Cavani s'empresse de prendre le ballon pour tirer le penalty. Et Neymar, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va voir Cavani et lui dit « Je veux tirer ». Vous imaginez, là, le coup franc n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'il va même maintenant montrer qu'il veut tirer le penalty. Et là, pour moi, c'est une situation quasiment de non-retour. Parce que là, il a mis en jeu l'honneur d'un joueur par rapport à un autre, par rapport à son coach et par rapport à tout un pays, l'Uruguay, le Brésil, qui finalement, c'est un peu une opposition entre deux pays pour moi. Ça va au-delà de deux égos de joueurs seulement. Hein. Je n'analyse pas comme un égo entre deux joueurs. Ça va beaucoup plus loin en termes de psychologie, en tout cas moi de ce que j'en pense. Et pour moi, ce qui est beaucoup plus grave encore, et c'est là où on voit que les Brésiliens, et notamment Dani Alves et Neymar, mais c'est ce qui s'est aussi passé un peu au Barça, avec Dani Alves et Neymar. C'est ce qui a valu aussi le départ de Dani Alves du Barça, qui n'a rien fait pour le retenir et qui est parti à la Juventus. Et donc on a vu tous les centres de Dani Alves, donc sur son côté droit, tous ces centres, ils recherchaient le second poteau, là où était qui? Son copain Neymar. Aucun centre au premier ou dans l'axe. Tout a été au second poteau. Et il a raté tous ses centres. Parce qu'effectivement, il ne recherchait pas le joueur dans la meilleure position, mais il cherchait deux choses pour moi, Dani Alves. Il cherchait à déstabiliser Cavani, à lui montrer que maintenant, c'était pas lui le patron, que c'était les Brésiliens et Neymar, et surtout Neymar, le chef de la bande. Et donc, il nuit à son équipe, parce qu'il ne va pas chercher Cavani, qui serait éventuellement en meilleure position. Donc, il peut faire rater un but au Paris Saint-Germain, en cherchant systématiquement Neymar, qui n'est pas forcément démarqué ou le mieux positionné pour inscrire le but. Pour moi, c'est encore plus grave. Là, Dani Alves a très clairement montré à tout le monde dans l'équipe, à son coach, à son président, à ses supporters et au monde du football, que Cavani, désormais, il serait mis à la cave. Et ça, c'est très mauvais, parce que quelque part, ils veulent l'isoler du groupe, de l'équipe. Ils veulent lui montrer que ce n'est pas lui le patron, et donc du coup, c'est pas lui qui va inscrire les buts de l'équipe, que désormais le joueur, le buteur, le joueur principal, c'était Neymar, sauf que Neymar, ce n'est pas un buteur, ça ne l'a jamais été.
et ça ne le sera jamais. C'est quelqu'un qui rate énormément de choses, qui fait des gris-gris et qui va faire la touche de trop pour inscrire son but et qui va se faire contrer. Ce n'est pas un buteur né comme Cavani. Et là, c'est là où le danger guette le coach du PSG, qui va devoir faire des choix. Et là, on va arriver à une situation où il va devoir choisir entre un joueur et un autre. Voire même entre deux joueurs et un autre. Parce que, pour moi, je suis coach du PSG, ce qu'a fait avant tout Dani Alves. Neymar, il peut discuter avec Cavani, il n'y a pas de souci. Mais que Dani Alves vienne mettre la zizanie là-dedans encore davantage, c'est là où c'est le plus grave. Donc pour moi, Dani Alves, c'est fini. Pour moi, il doit dégager du Paris Saint-Germain et très rapidement. Et le coach doit déjà, le prochain match, faire jouer Thomas Meunier, latéral droit, s'il veut asseoir son autorité. Sinon, Unai Emery est mort dans ce vestiaire également. Il est foutu. Et on l'avait prévu, on vous l'avait écrit lors de l'arrivée de Neymar dans un article. Donc Dani Alves doit dégager déjà du terrain lors du prochain match pour lui montrer que ce qu'il a fait, c'est inacceptable. Et s'il continue, il doit tout simplement dégager de l'équipe si le club veut conserver Cavani et Neymar ensemble. S'il ne fait pas ça, il y en a un des deux qui va devoir partir. Et on verra par la suite qui nous voyons partir du Paris Saint-Germain dès peut-être la fin de saison. Donc voilà en ce qui concerne les incidents qui se sont produits, qui pour moi ne sont pas anodins, qui mettent en péril tout le club, toute l'équipe. Et dans 15 jours, le Paris Saint-Germain reçoit Bordeaux, qui pour moi est le club en ce moment qui tourne le mieux depuis le début de la saison, qui a une défense extrêmement solide, 0 défaite, qui joue très bien, qui a un Malcolm en feu devant, et pour moi c'est le meilleur Brésilien de ce championnat depuis le début de saison, et qui pourrait en planter un à tout moment au Paris Saint-Germain, parce que lui, il sait les mettre, il sait faire la différence tout seul. Et Bordeaux, moi je dis attention au Parc des Princes, si ça continue comme ça dans l'équipe du Paris Saint-Germain avec 15 jours de plus de conflit, ça va être la grosse claque contre Bordeaux au Parc des Princes. Gourvenec va concocter un petit truc, il va mijoter un petit truc à sa sauce et les supporters parisiens risquent de tomber de très haut avec sa constellation de pseudo-stars qui ont coûté très cher. Donc voilà pour les incidents. Maintenant, la question qu'on peut se poser, y a-t-il scission du vestiaire ? On peut se poser la question, y a-t-il une scission du vestiaire du PSG? Y a-t-il d'un côté les Brésiliens et surtout Dani Alves, Neymar, les Américains du Sud hors Brésil, donc les Uruguayens, enfin l'Uruguayen et les Argentins, et les Frenchies qui pour l'instant ne pointent pas le bout de leur nez. Eh bien, cette première fracture, elle a été créée par les dirigeants du Paris Saint-Germain parce que, on vous l'a écrit, dès l'arrivée de Neymar, on vous a dit, ce vestiaire va imploser. C'était obligé. Lorsqu'on sait un petit peu comment ça se passe dans le football, quels sont les égos des joueurs, et tous les joueurs de football, pas Neymar, Cavani ou autres, c'est tous les joueurs de football. Quels sont leurs côtés individualistes, puisqu'on est aujourd'hui dans un football avec des stats, puisqu'on mesure le football avec des stats. Combien de buts il a inscrit, combien de passes décisives, combien de tacles, combien de ceci, combien de cela par joueur. Donc tout cela fait qu'il faut être très vigilant quand on recrute un joueur. Et la première erreur qui a été commise par les dirigeants parisiens, c'est d'avoir recruté, bon, Neymar, certes, c'est bien de l'avoir recruté, mais d'avoir fait venir Dani Alves, c'était problème assuré. Il suffit juste de se renseigner, de s'informer, et quand on est dans le milieu du football, on doit faire attention à tout cela. Et en faisant venir l'adjudant-chef de Neymar, donc Dani Alves, c'était sûr et certain que ça allait
que ça n'allait pas fonctionner. C'était sûr que ça, on allait droit vers ce type de réaction et vers ce type d'incident. C'était obligé. On ne savait pas quand ça allait se produire, mais on savait que ça allait se produire. Dani Alves l'a fait au Barça, et c'est pour ça que le Barça ne l'a pas gardé. Dani Alves l'a également reproduit à la Juve, et la finale contre le Real Madrid est perdue, il en est en grande partie responsable. Et vous avez vu un peu le côté vicieux de Dani Alves, c'est quand il a voulu partir, il a voulu mettre en porte-à-faux le club, tout le monde, en disant si je conseille à Dybala de partir de la Juve s'il veut progresser. Vous voyez un peu jusqu'où peut aller ce joueur. Donc aujourd'hui, si le Paris Saint-Germain veut conserver ses meilleurs joueurs, et c'est pas compliqué. Soit il donne les pleins pouvoirs à Neymar et il compte sur lui pour tout gagner, ce qui me paraît extrêmement risqué, auquel cas il garde Dani Alves. Mais s'ils veulent garder Cavani, ça va être quasiment impossible. Surtout s'il y a Dani Alves. Et attention, il y en a d'autres qui tirent les ficelles. Le capitaine de cette équipe, c'est qui? C'est Thiago Silva. C'est un Brésilien. Lui, il va pas aller en frontal. Il va travailler en sous-marin. Il va travailler dans le vestiaire. Il va travailler d'une autre façon. Chacun va avoir son rôle chez les Brésiliens. Faut le savoir. Parce que le but, c'est quoi? C'est de déstabiliser Cavani. C'est clair et net. Si ça, personne ne l'a compris, eh bien maintenant, je vous le dis, j'en suis persuadé. Les Brésiliens, l'objectif, c'est de déstabiliser Cavani pour faire progresser Neymar dans la hiérarchie et le placer tout en haut, puisqu'on lui a offert la Tour Eiffel, on lui a offert le plus gros salaire et de loin devant tout le monde, on lui a tout offert. Donc maintenant, la seule solution, c'est de tuer Cavani. Donc ça, pour moi, c'est risqué. Donc oui, il y a scission du vestiaire, c'est clair et net. Et ça peut rejaillir sur les résultats futurs de l'équipe. Et malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants du PSG ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Et maintenant, il va falloir gérer avec tout cela. Et j'ai du mal à voir comment Unai Emery va s'en sortir. Parce que pour moi, si c'était un simple problème d'ego, à la rigueur, il va pouvoir gérer le truc. Mais pour moi, ça va au-delà de cela. Ça va rivalité entre l'Uruguay et le Brésil, deux pays qui se détestent depuis les temps ancestraux et depuis que le football existe. Ils sont sur deux modes de pensée différents, avec des luttes et des rivalités mais complètement qui dépassent l'entendement, mais également entre l'Argentine et le Brésil. Le Brésil est un peu à part en Amérique du Sud, il faut le savoir. Et d'ailleurs, on l'a vu, le premier but, qui, comme je vous en ai parlé au préalable, c'est Lo Celso argentin, qui cherche Cavani uruguayen. Si ça avait été Dani Alves ou si ça avait été Neymar, jamais Cavani aurait reçu ce ballon. Jamais. Et il n'y aurait pas eu but pour le Paris Saint-Germain. Donc moi je dis oui, ce vestiaire est déjà coupé au moins en deux. Et au milieu, il y a peut-être des conciliateurs qui seraient les Français. Mais je ne vois pas, moi, Thiago Silva, jouer le rôle de conciliateur, alors que ça doit être son rôle. C'est le capitaine de l'équipe. Je ne vois pas Thiago Motta, mi-brésilien, mi-italien, qui est en fin de carrière, qui veut, lui, finir sa saison et puis après prendre la relève dans le staff technique du Paris Saint-Germain, se mettre à dos la star brésilienne. Donc celui qui malheureusement va se retrouver isolé, c'est Cavani. Et oui, il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est ce qui va se produire. Donc là, moi, je ne vois pas comment tout cela peut s'arranger dans les jours et semaines à venir, parce que maintenant, le problème, la fracture, elle a été créée dès le recrutement de Dani Alves. Les capitaines et les joueurs influents dans l'équipe sont des Brésiliens.
c'est insurmontable. Et pourtant, El Matador, il en a vu d'autres avec Zlatan. Mais là, il est parti pour des années et des années et des années. Neymar, il est là pour 4-5 ans. On ne voit pas le PSG le lâcher comme ça au bout d'un an ou deux. C'est inconcevable, ce serait inconcevable vu le prix mis dans le joueur. Donc voilà, pour moi, il y a déjà scission du vestiaire, mais ça on l'avait déjà compris lors de l'arrivée de Neymar et de Dani Alves au sein du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, la question qu'on se pose quand même, est-ce que Neymar c'est juste là parce que c'est le Paris Saint-Germain, etc. Ou que s'est-il passé par le passé avec Neymar? Ou alors c'est le joueur dont, parce que si on regarde un petit peu, est-ce que c'est pas le joueur en embrouille tout court? Est-ce que c'est pas le joueur justement qui se met toujours dans des situations comme ça, qui a un côté individualiste surdimensionné, qui a été mis au rang du Panthéon et de Dieu au Brésil depuis qu'il joue au football? Il n'a pas eu ce statut au Barça, donc il est arrivé au PSG pour avoir ce statut. Est-ce que c'est un joueur qui est capable de partager la réussite, ou la réussite c'est lui? C'est ça qui nous intéresse de comprendre. Et son côté un peu, est-ce que je ne suis pas un joueur en embrouille et je ne suis pas un foot merde dans l'équipe? Nous allons voir ce qui s'est passé par le passé avec le Barça. Donc comme je vous l'expliquais, entre l'Uruguay et le Brésil, c'est pas l'amour fou. Ça, il faut en être conscient. Et donc, comme vous venez de le voir, il y avait déjà embrouille et mésentente avec Luis Suarez, donc uruguayen, et Neymar, brésilien. On voit Luis Suarez chercher constamment à agacer Neymar parce que tout simplement, il l'agaçait tout court, et donc il le provoquait, il lui montrait que c'était pas la star, qu'il devait arrêter de faire sa petite star et sa petite starlette, et qu'au Barça c'était Messi, et donc à chaque fois il lui lançait des petits pics, voilà, il le provoquait, il lui montrait que lui c'est le deuxième voire le troisième de l'équipe. Et donc on voit bien là déjà qu'il y a un antécédent entre Uruguayens et Brésiliens. Et il se trouve qu'encore en venant PSG, il se retombe sur un Uruguayen avec Edison Cavani. Et à chaque fois des entêtés, parce que ce soit Luis Suarez ou Edison Cavani, au niveau là-dedans, la mentale, ça ne lâche rien. Donc là, il va pas lâcher Cavani, même en ayant tous les Brésiliens sur le dos. Il va pas lâcher l'affaire, jusqu'à qu'éventuellement une décision soit prise par les dirigeants parisiens pour éventuellement un départ, etc. de l'un ou de l'autre. Mais on imagine bien qui va quitter le navire. Mais en tout cas, El Matador, il ne se laissera pas faire. Il ne se laissera pas faire. Et ça risque de mal tourner, de très mal tourner sur le terrain pour le Paris Saint-Germain. Parce qu'à un moment donné, c'est plus une scission du vestiaire qu'il va y avoir. C'est quasiment des mini-bagarres sur le terrain entre les joueurs d'une même équipe. Et là, ce serait catastrophique pour l'image du PSG au-delà des résultats. Alors, voilà, donc ça, c'est une première chose. Il faut comprendre qu'entre Uruguayens et Brésiliens, c'est pas l'amour fou. Et que ça, il faut l'intégrer lorsqu'on recrute des joueurs. Et qu'également, entre Argentins et Brésiliens, c'est pas l'amour fou non plus, même si là ils arrivent quand même à trouver parfois des compromis, et on l'a vu dans le vestiaire du PSG et du Barça, ils arrivaient quand même à trouver des terrains d'entente. Donc ça c'est une première chose. L'autre chose, Neymar, c'est source à embrouille également sur le terrain avec l'adversaire. Et regardez un peu comment Neymar s'embrouille avec quasiment tous ses adversaires sur les terrains. Neymar, c'est source à emmerde, il faut le savoir, et c'est quasiment ingérable pour le président du club, pour le coach, etc. Il a été repris à plusieurs fois par Unzué et le coach adjoint du Barça et Luis Enrique, qui avait même l'année dernière envisagé de se séparer de lui s'il restait au Barça. En tout cas, ils ont eu des discussions avec la direction du Barça dans les mois précédant leur départ. Et c'est ce qui a également fait que Luis Enrique n'a pas du tout voulu reprolonger avec le Barça, parce qu'il était dans un vestiaire qui était quasiment ingérable,
qui était impossible à gérer, et avec un Neymar qui les agaçait en permanence. En permanence. Même Messi était moins pénible, même Messi était beaucoup plus facile, avec qui était beaucoup plus facile de discuter et de gérer, mais avec Neymar, c'était impossible. Donc Neymar, lui, s'embrouille avec il y a 2 ans avec Bilbao lors d'un match où il va provoquer l'adversaire avec des coups du chapeau, etc. Et là, il se fait prendre à partie par les joueurs de Bilbao qui n'apprécient pas du tout sa façon de réagir sur le terrain, avec le Celtic de Glasgow également. Donc il faut savoir que c'était comme ça quasiment avec toutes les équipes espagnoles où il se prenait du coup, il se prenait des nions, des coups à la cheville, etc. Et l'adversaire le provoquait. Et l'année dernière, Neymar, c'était pas terrible sur le plan du jeu. Il avait beaucoup de difficultés à prendre l'ascendant sur l'adversaire. Et l'année précédente également, il avait déjà montré quelques difficultés. Donc Neymar, il était quasiment grillé dans le championnat espagnol vis-à-vis des autres équipes. Il voyait bien qu'on lui en voulait, il voyait bien il y avait un climat d'hostilité envers lui. Donc ça aussi, ça a contribué à son départ du championnat espagnol, et ça a aussi contribué au fait qu'il est venu au Paris Saint-Germain, notamment, qui lui a proposé un pont d'or, donc ce qui a aidé et ce qui a fini par le convaincre. Mais il avait déjà fait une traite sur le championnat en Espagne, parce qu'au sein de l'équipe, il n'était pas forcément complètement intégré. Hein, c'était Messi, Suarez, et puis après les Catalans, et contre les adversaires qu'il avait provoqués, il sentait bien qu'il était attendu au tournant, et qu'il avait du mal à voir comment il allait pouvoir rester dans le championnat d'Espagne au Barça vis-à-vis de ce climat d'hostilité et en interne et en externe par rapport aux adversaires. Donc ça aussi, il faut bien comprendre que Neymar, c'est à un moment donné embrouille. Embrouille sur le terrain, embrouille dans le vestiaire avec les coéquipiers, etc. Donc ça, le Paris Saint-Germain va devoir le gérer. Et à un moment donné, s'ils font le choix du tout Neymar, ce sera leur choix, c'est leur argent, c'est leur décision. Mais les résultats sportifs et ce qui va être vu sur le terrain va être pitoyable, parce que dans les matchs faciles, il va se la raconter, il va se balader sur le terrain, etc. Il va faire son show. Et là, tout le Parc des Princes va se lever. Et dans les moments difficiles, avec un adversaire un peu coriace, comme hier contre Lyon, eh bien, il va peiner, il va s'embrouiller. Quand il s'embrouillera pas avec ses coéquipiers, il va s'embrouiller avec l'adversaire. Et puis voilà, on sera pris dans un engrenage, etc. Alors, tant qu'il y aura les Brésiliens dans le vestiaire pour le soutenir, parce que quand il va prendre un coup sur le terrain, parce que faut pas croire, hein, même les équipes françaises, au bout d'un moment, passer le moment de gloire et de grâce de son arrivée, eh bien l'adversaire va commencer un petit peu à s'énerver, comme c'était le cas avec Zlatan les années précédentes. Donc là, il va y avoir le clan des Brésiliens qui vont sauter sur l'adversaire dès qu'il y aura un petit coup sur Neymar, etc. Enfin, je vous dis pas le bordel. Je vous dis pas le bordel pour le coach et pour le président et pour l'image du Paris Saint-Germain, et voire même pour la Ligue 1. Donc moi, je dis attention, Neymar sous sa embrouille, gros risque qui peut être la bombe à retardement pour le Paris Saint-Germain. Alors voilà pour tout ce qui est embrouille, Neymar, je pense que vous l'avez compris et vous allez le vivre dans les mois à venir. 5e chose, qui doit tirer les pénaltys? Pour moi, celui qui doit tirer les pénaltys, c'est une question de statistique. C'est pas une question d'ego, c'est pas une question de statut, c'est une question de qui va le mettre au fond, ce penalty. Et on va regarder un petit peu les statistiques de Cavani et de Neymar pour éventuellement, moi, si j'étais coach du Paris Saint-Germain, je leur mets sous les yeux les statistiques et je leur dis voilà toi ce que tu as fait, voilà toi ce que tu as fait. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez, vous tous les deux? Toi, Neymar, tu penses que Cavani, c'est un mauvais tireur? Toi, Cavani, tu penses que Neymar, c'est un mauvais tireur? Qui est le meilleur tireur des deux? Qui a le meilleur taux? Parce que s'il y a bien une chose où j'accepte les statistiques, c'est bien quand il s'agit de tirer des pénaltys. Parce que là, on n'analyse plus un jeu, on n'analyse plus un déplacement sur le terrain des uns en fonction des autres, on analyse tout simplement, basiquement, qui la met au fond. C'est tout simple. Comme pour les gardiens qui arrêtent les pénaltys.
Là, par contre, c'est une histoire de stats. Et là, on peut se fier complètement aux stats quand il s'agit de penalty côté gardien, côté tireur. Alors, voyons un petit peu les stats de l'un et de l'autre. Le plan des statistiques, c'est très simple. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, Cavani et Neymar, durant toute leur carrière, donc depuis qu'ils sont professionnels au football, Cavani a tiré 56 pénaltys, Neymar en a tiré 40. Donc ça, déjà, Cavani a tiré plus de pénaltys que Neymar. Donc on peut dire que en termes de proportionnalité et en termes de chiffres, Cavani ayant tiré plus de pénaltys que Neymar, il y a des risques de rater davantage que la star brésilienne. Donc les pénaltys de Cavani sont révélateurs en termes de statistiques un peu plus que ceux de Neymar. Il faut le savoir, parce que c'est plus on tire de pénaltys, plus les stats et plus le taux est représentatif. On est d'accord jusqu'à présent? D'accord. Donc Cavani a inscrit 46 de ses 56 pénaltys, ce qui représente plus de 82% de taux de réussite. Neymar en a inscrit 32 sur 40, ce qui représente 80% à peu près de taux de réussite. Donc là, on voit que durant toute leur carrière, ils ont à peu près les mêmes statistiques. Mais il faut savoir que Neymar a joué longtemps au Brésil et que là-bas, il avait moins la pression qu'en Europe pour les inscrire. Donc ce qui m'intéresse maintenant de voir, c'est quel est leur taux de réussite depuis que Neymar joue en Europe et notamment au Barça. Donc dans ces 4 dernières années. C'est là où ça va être un peu plus révélateur sur la gestion de ce moment, de ce penalty, où c'est un moment particulier. On peut être un excellent joueur, mais un très mauvais tireur de penalty. Il faut le savoir, les meilleurs du monde les ont ratés à un moment donné dans leur carrière, et voire même bien ratés. Alors, sur les 4 dernières saisons, Cavani a tiré 21 penaltys, on a inscrit 19, donc ce qui représente plus de 90% de taux de réussite. Et quand on sait que dans ces 90% de réussite, il les a tirés au Paris Saint-Germain, où il n'était pas le premier tireur, mais le deuxième tireur derrière Zlatan, donc une pression encore plus forte pour inscrire son penalty, parce qu'il avait déjà moins l'habitude de le faire, et que déjà qu'il n'était pas premier, donc et qu'il voulait le devenir, donc il avait davantage de pression pour passer devant Zlatan dans le tir des penalty. Donc plus de 90% de taux de réussite, ce qui est un bon score. Neymar en a tiré 22, donc quasiment équivalent à Cavani. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de bien... Là, du coup, ils ont tiré à peu près le même nombre. Eh bien, Neymar en a inscrit 16 des pénaltys, ce qui représente 72,7% de taux de réussite. Donc là encore, on voit, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, Cavani, c'est un meilleur tireur de pénalty que Neymar. Là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On ne peut pas contester les chiffres en termes de penalty, comme on l'a vu, et on l'a vu pourquoi. Donc, il n'y a même pas photo. Donc là, il n'y a même pas à se poser de questions. Unai Emery, tu arrives avec ces chiffres au vestiaire, ou dans un bureau et tu leur montres, voire même, tu expliques ça devant le groupe lors d'une réunion, tu dis voilà qui a fait quoi, et puis voilà qui va tirer. Ou alors on montre ça à l'équipe, parce que tout le monde n'a pas cette visibilité-là, et naturellement, le vestiaire va décider quelque chose, en fonction de ces chiffres-là. Mais pas en fonction de choses complètement, on va dire, non objectifs, ou liés à des conflits d'intérêts dans le vestiaire, ou à des clans, etc., où de toute façon, le gagnant sera Neymar. Il n'y a pas photo là de ce côté-là. Donc ça, c'est important, ce que je viens de vous dire. Alors, je regarde un petit peu maintenant sur ce qui s'est produit la saison dernière. Cavani en a tiré 9, il en a inscrit 8. Neymar en a tiré 6, il en a inscrit 5. Donc, ils en ont raté tous les deux 1. La saison d'avant, Neymar en a tiré 12, il en a inscrit 8 seulement. Donc, il en a raté 4. Ce qui est quand même là énorme en termes de taux d'échec. Cavani en a tiré que 3 et en a inscrit 2. Et les années précédentes, Cavani... les 2 saisons précédentes, il a inscrit tous ses pénaltys.
Donc pour moi, il n'y a même pas discussion possible. Numéro 1, le buteur maison, taux de réussite meilleur au penalty, c'est Cavani. Il n'y a même pas à discuter et à tortiller des fesses. Numéro 2, Neymar. Et après, on verra, on fera les comptes à la fin de la saison, selon les taux d'échec de l'un et de l'autre. Et ça s'appelle la concurrence. Oui, oui, la fameuse concurrence de Unai Emery. Donc, moi, j'ai pas d'autre chose à vous dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes pour Cavani. Et c'est à lui de tirer les pénaltys. Il n'y a même pas photo. Alors maintenant, on va voir ce qu'est capable quand même Neymar au penalty. Voyons de ce qu'il a été capable lorsqu'il a tiré le fameux penalty, que ce soit avec le Brésil ou le Barça. Oui, vous ne le saviez peut-être pas, vous ne l'avez peut-être pas vu ces images, mais notre ami Neymar, eh bien, au penalty, ça révèle toute la personnalité du joueur. Et comme vous pouvez le voir, Neymar, provocation, chambrage, je veux montrer que je suis le plus beau, que je suis sûr de moi, je me la raconte. Ben oui, je ne veux pas critiquer, je ne veux pas faire de délation, mais c'est un peu, je me la raconte quand même, il faut le savoir. Et donc, lui, Neymar, en tirant les pénaltys de cette façon-là, vous imaginez bien la réaction de l'adversaire. Alors je parle pas des pénaltys à 20 mètres au-dessus des buts, mais c'est surtout la façon dont il les tire parfois, avec la façon dont il provoque le gardien avec ses petits pas, ou voire même un pas d'élan en regardant droit dans les yeux le gardien, etc. Mais ça ne se fait pas, je suis désolé. C'est un manque de respect de l'adversaire. Donc après, il ne faut pas qu'il s'étonne de prendre des coups sur la cheville ou voire de se faire un peu fustiger et provoquer par l'adversaire. Et ça, ce n'est pas bon parce que ça rejaillit sur l'équipe où là, on a des adversaires du coup qui deviennent coriaces et qui s'accrochent sur tous les ballons et qui veulent quasiment votre mort, quoi. Donc là, c'est pas bon. Pour moi, Neymar est encore un enfant ou quelqu'un qui a un problème en termes de respect de l'adversaire. Je ne sais pas comment il a été éduqué, c'est pas moi de juger tout cela, comment on lui a inculqué les choses en tout cas, mais c'est inadmissible la façon dont parfois il frappe les pénaltys. Et en tout cas moi coach, je m'arrache les cheveux de la tête, hein. Donc voilà pour les fameux beaux penalties de Neymar et sur son style, son Brazil touch style. Donc maintenant, que va-t-il se passer à votre avis? Qu'est-ce qui attend le Paris Saint-Germain à la fin de la saison? Eh bien, il risque d'y avoir du mouvement encore une fois, mais cette fois peut-être dans le sens des départs, qui pourrait peut-être faire l'affaire de Kylian Mbappé. Parce que lui, il va être cantonné de toute façon sur le flanc droit de l'attaque toute la saison lorsqu'il évoluera. Mais en fait, je ne vais pas vous donner mon avis. Je vais vous donner l'avis d'internautes qui sont venus sur notre page Facebook Socio Football et que je trouve finalement pertinente. Donc quand il y a des internautes qui disent des choses tout à fait sensées, intelligentes et qui font la bonne analyse, eh bien c'est pas la peine de se prendre pour le plus grand des consultants, des experts en football et le plus grand des journalistes, hein, parce que finalement tout le monde peut faire une bonne analyse. Alors moi je reprends le petit message sur Facebook de Stan Amoussou qui dit: tout ceci va aboutir au départ de Cavani, il ne peut y avoir deux capitaines dans le même bateau et Cavani est le joyau le moins précieux. Complètement d'accord avec toi Stan. Effectivement c'est celui qui n'a pas coûté, qui a coûté 60 millions à côté de celui qui a coûté 222 millions. Un à 29 ans, bientôt 30, l'autre à 25 sur ses 26. Donc le choix des dirigeants va certainement, s'il doit être fait, il va se faire en faveur de Neymar sans aucun doute, je suis d'accord avec toi. Après il dit, donc joueur précieux aux yeux des propriétaires qataris, et le PSG ira pour un autre attaquant l'été prochain. Alors je suis pas sûr que le PSG ira recruter un autre attaquant l'été prochain, parce que ils sont sur le coup d'un fair play financier, parce que finalement le recrutement de Neymar va être comptabilisé pour la saison prochaine et qu'ils n'auront pas les moyens de recruter un avant-centre. L'avant-centre de l'équipe, ce sera Kylian Mbappé. J'en suis persuadé
Stan. De quoi tomber dans les filets, mais ce sera une grave erreur si Cavani part. Complètement d'accord avec toi, Stan. Si Cavani part, c'est toute la grinta de l'équipe qui s'en va. C'est un Lo Celso qui, pour moi, un futur bon joueur qui va être isolé également dans ce vestiaire de Brésiliens. C'est un Pastore, si un jour il revient par bonheur pour le Paris Saint-Germain qui va se retrouver isolé. Il a déjà perdu son numéro 10 au profit de Neymar. Oh, il n'a pas l'air d'avoir tant d'ego que ça, notre ami Pastore. Hein. Il est bien à Paris, il a la belle vie, il a un salaire, etc. Il s'entraîne de temps en temps, il joue de temps en temps, etc. Mais bon, si un jour il décide vraiment de s'y remettre, il ne restera pas au Paris Saint-Germain. Donc, donc oui, ce sera une grave erreur parce que pour moi, Kylian Mbappé, pour l'instant, c'est pas Cavani. Hein. Même s'il est plus technique, même s'il sait faire plus de choses avec le ballon. Mais dans les moments difficiles, dans les matchs au couteau, où il faut se dépouiller, s'arracher, se sortir les tripes, il n'y a pas l'équivalent de Cavani aujourd'hui, hormis un Luis Suarez, hormis peut-être, même Messi n'a pas cette mentalité-là qu'ont les Uruguayens. Et ça va être un gros manque dans le vestiaire du PSG, et en plus il y aura encore moins le contrepoids du clan brésilien, donc je ne sais même pas comment les autres vont se comporter lorsqu'ils vont prendre un peu de bouteille, les Rabiot, hein, qui a aussi, si on parle d'ego, celui-ci, le duc de Paris, il en a un petit peu, donc là je ne vois pas, et puis Mbappé, hein. Mbappé, moi je sens. En fait, je ne sais pas comment il va tourner Mbappé. Je ne sais pas à quel jeu il a joué sur le plan des médias, etc. Mais quand je vois ce qu'il fait là depuis qu'il est au PSG, il veut faire du Neymar, il commence un petit peu à avoir la tête qui part en vrille. C'est pas Cavani au niveau. Là, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais pas comment ça va tourner avec Mbappé, mais il m'inquiète. Il m'inquiète. Sur ce que je l'ai vu faire là depuis 2-3 matchs au PSG, il m'inquiète. Car aussi maladroit qu'il soit, il n'est pas si maladroit que ça, Stan. Hein. Il se procure beaucoup d'occasions parce qu'il s'arrache sur toutes les occasions. Donc il arrive fatigué beaucoup plus que les autres joueurs. Donc du coup, il a plus le droit de rater parce qu'il provoque beaucoup plus, tout simplement. Il ne se repose pas pour avoir l'occasion idéale. Donc attention à ce qu'on raconte là-dessus parce que je ne suis pas toujours d'accord. N'est pas capable de ça. Non, par saison. Et Neymar n'est pas capable de ça. 40 par saison. Non, je suis d'accord avec toi. Neymar, c'est pas le joueur qui va nous mettre 40 ou 50 buts par saison parce que c'est pas un buteur né, tout simplement. Il a besoin de provoquer, il a besoin de s'amuser, il a besoin de faire des coups du foulard, des coups du chapeau, enfin, pas des coups du chapeau, mais le sombrero, etc. Enfin, pour lui, c'est pas un tueur devant le but. Je suis complètement d'accord. Si je reprends un autre message de Tuebou, Florian David, les Brésiliens veulent apporter le désordre à Paris Saint-Germain. Quand Neymar était à Barcelone, il ne pouvait pas ouvrir sa bouche. C'est tout simplement ça. Donc je suis d'accord avec toi également. Kevin Bourdager dit il veut surtout trop en faire contre Lyon et ses disputes avec Cavani parce que monsieur Neymar tire le penalty et oui, monsieur veut absolument marquer. Ok, d'accord, j'ai pas tout saisi, mais j'ai à peu près saisi ce que tu voulais dire, Kevin. Roger Moquet dit, pour moi, Neymar n'est pas impressionnant depuis sa venue au PSG, il perd beaucoup de ballons, il ne fait pas la différence, pour preuve le match contre Lyon. Il ne vaut pas autant d'argent pour le montant, Mbappé est au-dessus de lui. Bon là, Roger, tu as fait une bonne analyse sur... Bon, je suis d'accord avec toi par rapport à Neymar, pour moi, il n'est pas hyper impressionnant, hein. Il a été bon contre Guingamp, mais il a été énormément de déchets et ça, j'ai l'impression que parfois on n'a pas les mêmes yeux que certains experts ou consultants. Je suis complètement d'accord. Et puis on l'a vu lorsque ça commence à être difficile, monsieur n'est pas au rendez-vous. Boukiri, Séverine Team, supporter du PSG, lui, il nous poste souvent des messages assez pertinents. Il est supporter du PSG, mais il est quand même arrive à être critique vis-à-vis de son club. Et il parle de Neymar, il dit ce joueur est beaucoup trop sous-coté. Les gens ne retiennent que ce qu'il rate, mais ne regardent pas tout son travail, ses déplacements, son jeu sans ballon, ses replis défensifs, son nombre de kilomètres parcourus. Alors, oui, il est pas le grand dribbleur, il n'est pas le plus grand dribbleur du
du monde, mais il fait partie des meilleurs 9 au monde. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, Cavani, il y a 2 9 qui sont devant lui. Pour moi, en tout cas, mon niveau de ce que moi je vois du football et de ce que j'en ressens et de ce que j'en perçois et de mon analyse, il y a Luis Suarez et Lewandowski qui sont devant Cavani. Et juste derrière, pour moi, il y a Edinson Cavani. Pour moi, il fait partie des 3 meilleurs avant-centres au monde. N'importe quelle équipe dans le monde et les plus grandes équipes européennes le voudraient dans son effectif. En plus, il a une super mentalité, le mec. Faut voir la réaction qu'il avait lorsqu'il y avait Ibrahimovic. Il a fermé sa tronche, il a trop rien dit, il l'a pas ouverte, il a fait son boulot, ce qu'on lui a demandé, etc. Mais là, c'est trop. C'est trop. Il a eu qu'une seule saison sans qu'on lui ait mis les pattes de pseudo-stars qui veulent être éventuellement ballon d'or. La saison dernière, il a inscrit 50 buts. Et cette saison, on lui remet une autre pseudo-star dans les pattes qui vient l'emmerder, alors que c'est lui qui a l'antériorité et c'est lui qui a l'ancienneté pour moi vis-à-vis de Neymar. Donc Neymar, il arrive, il n'est pas obligé d'asseoir tout de suite sa suprématie, et c'est pas parce qu'on lui a éclairé la tour Eiffel à son nom que ça y est, Paris est à genoux devant lui et que Cavani est à genoux devant lui. Donc pour moi, il va se passer une chose, c'est qu'à la fin de la saison, il va y avoir embrouille, grosse embrouille, que Cavani va tout faire pour partir du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas comment le Paris Saint-Germain va gérer ça. Je pense que si Kylian Mbappé n'est pas trop mauvais, fait réaliser une bonne saison, ils vont laisser partir Edinson Cavani, parce qu'ils vont penser que Kylian Mbappé peut faire... de toute façon, c'est le poste de Kylian Mbappé, avant-centre, c'est son poste. Donc ils vont penser que Kylian va prendre la relève, et ils nous vendront... Cavani à coup sûr à la fin de la saison, parce que ça va devenir complètement ingérable. Et je ne sais même pas encore comment ça va se passer aussi avec Marco Verratti également, qui va lui aussi, je pense, chercher à partir du Paris Saint-Germain, parce que lui, dans sa tête, il est déjà de toute façon parti. On le voit depuis le début de saison, il n'y est pas vraiment, il n'a pas sa tête à Paris. Donc voilà, pour moi, la principale erreur des dirigeants du Paris Saint-Germain, c'est... Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas vraiment de règles de vestiaire. Il n'y a pas de hiérarchie salariale. Il n'y a pas de hiérarchie tout simplement liée à l'ancienneté, liée au mérite, liée à ce qu'un joueur a fait par le passé au club. Limite, Cavani, ses 50 buts, c'est comme s'il n'avait rien fait l'année dernière. Si jamais il le lâche, si jamais son coach le lâche, et si jamais le président le lâche, ça envoie un très mauvais message au vestiaire et à tous les joueurs du club du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de hiérarchie salariale, parce que Neymar 35 millions, Cavani 14. Pour moi, il y a un gap qui est abyssal, qui est colossal. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. Thiago Silva qui a le même salaire que Cavani, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, ce PSG se construit sur rien de solide, sur simplement de grosses sommes, beaucoup d'argent mis pour des joueurs, mais sans tenir compte d'une certaine hiérarchie, d'un certain équilibre dans l'équipe. Et on en a vu d'autres par le passé imploser, exploser. On l'a vu au Real, on l'a vu dans d'autres clubs. En général, les résultats ne suivent pas, même si on a les meilleurs joueurs au monde. Et cela, ça va être le gros souci du Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. Voilà, vous avez maintenant mon avis sur le sujet, l'avis des internautes et des fans socio-football sur ce Paris Saint-Germain, sur ce conflit naissant mais qui était prévisible entre Cavani et Neymar, et entre Cavani surtout et la Brazil Touch, dont il en a un petit peu marre d'après ce qu'on voit. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur une autre thématique. Laissez votre commentaire en bas de cette petite vidéo. Likez si vous avez aimé, mettez vos commentaires. Partagez également la vidéo pour que vos amis puissent la regarder. Je vous dis à bientôt et bye bye les socio-football. Ciao, 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 à bientôt.